Mon nom est Élodie, j'ai 35 ans, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été l'accessoire invisible dans le tableau parfait de la famille Beaumont, une illustre lignée d'horlogers de luxe basée à Genève. Je parle de la haute société suisse, de ces familles dont l'héritage est aussi précis et mesuré que les mouvements de leurs montres. Mon mariage avec Julien, l'héritier des Beaumont, était censé être mon conte de fées, une alliance d'amour et de prestige. Mais pour ma belle-mère, Madame Colette Beaumont, il n'était qu'une transaction. Elle m'a toujours considérée comme une petite fleuriste sans histoire originaire de Vevey, loin des sommets de l'élite genevoise qu'elle représentait. Pour elle, j'étais une belle imperfection dans leur design parfait. Colette est l'archétype de la matriarche. Élégante, impitoyable et obsédée par l'image. Elle dirigeait la famille comme elle dirigeait l'atelier d'horlogerie, avec une précision glaciale et une main de fer. Les dîners de famille étaient moins des rassemblements chaleureux que des assemblées d'actionnaires où mon rôle se limitait à sourire et à ne rien renverser. Elle ne manquait jamais une occasion de me rappeler, par une petite remarque cinglante glissée comme un diamant dans une boîte, que je n'étais pas de leur monde. Elle mesurait ma valeur non pas par mon cœur, mais par le calibre de mon réseau. Un réseau que je n'avais évidemment pas. Pendant 10 ans, j'ai tout supporté. Pour Julien, l'homme que j'aimais, et qui, je le croyais, m'aimait. Pour préserver cette illusion de famille stable, je me suis pliée à toutes les exigences, j'ai ravalé ma fierté. Je me suis transformée en la femme qu'elle souhaitait, une épouse silencieuse, parfaitement coiffée, qui ne faisait pas d'ombre à son fils. Mais même cela ne suffisait jamais. La tension entre Colette et moi était une corde de montre tendue à l'extrême, prête à se rompre au moindre choc. Le grand événement annuel, l'anniversaire des 80 ans de l'horlogerie Beaumont, approchait à grands pas. C'était l'événement de l'année à Genève, une soirée de gala au bâtiment des forces motrices, où toute la crème de l'industrie horlogère mondiale serait présente. Colette avait organisé la soirée comme un couronnement, avec un moment clé, la photo officielle de la famille fondatrice, qui serait publiée dans tous les magazines de luxe. C'est à ce moment précis que tout a basculé. Je me souviens d'être dans mon salon, en train de mettre les dernières touches à ma robe de soirée, quand Julien est entré, les yeux fuyants. Il tenait une pochette en cuir rouge, le genre que Colette utilisait pour ses documents importants. Il a hésité un instant avant de me l'attendre. « Élodie » a-t-il dit. Sa voix n'était qu'un murmure. Maman a... Elle a refait la liste pour le photographe, pour la photo officielle de la lignée. Mon cœur s'est serré d'une intuition glaciale. J'ai ouvert la pochette. À l'intérieur, il y avait un plan détaillé de l'arrangement, une carte de placement pour la photo de famille. Mon nom n'y figurait pas. Il y avait Julien, Colette, son frère aîné, sa femme et ses enfants, mais ma case était vide, barrée d'un trait de stylo rouge net et impitoyable. J'étais l'épouse de l'héritier, la mère de sa fille, et pourtant, j'étais effacée du portrait de famille. Mon rôle était d'être présente à la soirée, d'être la parure de Julien, mais pas de faire partie de l'histoire. La justification de Colette, selon Julien, était que Élodie n'est pas une Beaumont par le sang, et ce portrait est pour la postérité de la maison. C'était une humiliation publique planifiée et préméditée, une agression qui dépassait toutes les mesquineries passées. À ce moment, les 10 années de soumission se sont effondrées comme un château de cartes. Je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti une colère froide, tranchante, bien plus dangereuse que la rage. Je me suis souvenu d'une vieille phrase de mon grand-père, artisan ébéniste à la retraite. « L'humiliation est le meilleur des carburants, ma petite. Elle te donne le droit de frapper là où ça fait le plus mal, dans leur fierté. » Alors que je me regardais dans le miroir, je n'ai plus vu la petite fleuriste intimidée, mais une femme bafouée, prête à se battre. Je me suis tournée vers Julien. « Est-ce que tu vas accepter ça ?» Il a baissé les yeux. « Maman est... c'est maman. On en reparlera demain, d'accord ?» Sa lâcheté était le coup de grâce. J'ai compris que je n'avais pas seulement besoin d'une vengeance, j'avais besoin d'une rédemption. J'avais besoin de montrer à Colette, à Julien et à toute la société de Genève que ma valeur ne dépendait pas de leur approbation, ni de leur sang,
Je devais prouver que la vraie puissance vient de l'intérieur, de l'art, de la capacité à créer de la beauté. Le temps était compté. Il ne restait que 2 semaines avant le gala. J'avais besoin d'un plan, non pas de détruire, mais de les forcer à me voir, à me reconnaître, d'une manière qu'ils ne pourraient jamais ignorer, même s'ils le voulaient. Mon plan devait être une œuvre d'art elle-même, aussi finement calibrée qu'une montre Beaumont. Il ne s'agissait pas de faire un scandale. Cela n'aurait fait que conforter Colette dans son jugement. Il fallait que l'humiliation revienne à l'envoyeur, mais avec une élégance et une finalité que même elle ne pourrait qu'admirer secrètement. Ma seule véritable connexion en dehors de la sphère Beaumont était mon ancienne vie, mon amour pour les fleurs, et un réseau d'artistes et d'artisans. J'ai immédiatement contacté Marc Dubois, le photographe le plus en vogue de Suisse, celui-là même que Colette avait engagé pour la soirée. Marc et moi avions un lien particulier. J'avais arrangé les fleurs pour sa première exposition photo qui avait explosé sa carrière, et nous avions partagé une passion commune pour l'art de capturer l'éphémère. Marc était un homme d'honneur, un artiste dans l'âme, et surtout, il détestait Colette. Non pas personnellement, mais il abhorrait la rigidité et l'élitisme de la haute société qu'elle représentait. Je lui ai raconté l'histoire de la liste, de mon exclusion. Je n'ai pas demandé de faveur, mais une collaboration artistique. J'ai dit « Marc, je veux que cette photo soit l'image la plus mémorable de la soirée. Je veux que l'histoire qu'elle raconte ne soit pas celle de l'héritage Beaumont, mais celle d'une femme qui se fait sa propre place. Peux-tu transformer une exclusion en une affirmation ?» Marc a écouté, son regard vif et perçant derrière ses lunettes de créateur. Il a réfléchi un instant, et un sourire lent, presque dangereux, a éclairé son visage. « Élodie, je ne peux pas désobéir au plan de placement. Ta belle-mère me paie une fortune pour un cliché parfait. Mais l'art, ma chère, c'est l'art de l'improvisation dans la contrainte. J'ai un concept. Laisse-moi faire la photo de Colette et laisse-moi faire ma photo de la soirée. » Le plan de Marc était d'une audace folle. Il devait capter Colette dans un moment de pure suffisance, puis créer un contraste saisissant, une image alternative qui redéfinirait subtilement le concept de famille et héritage pour le public. En parallèle, je devais préparer ma propre offensive, une riposte qui utiliserait mon art, le seul que Colette n'avait jamais respecté, les fleurs. Je me suis lancée dans une frénésie de travail. J'ai rappelé mes anciens contacts, des cultivateurs aux stylistes d'intérieur. J'ai puisé dans toutes mes économies pour me procurer les fleurs les plus rares, y compris le lys des Alpes, une espèce protégée, avec une autorisation spéciale pour les besoins artistiques. Je ne décorais pas la salle. J'étais en train de créer une installation florale, une œuvre qui devait être le point focal de toute la soirée, bien plus que les discours ou la présentation des montres. Mon installation, que j'ai appelée l'héritage fleuri, devait être un mur végétal massif derrière la scène principale. Il ne s'agissait pas d'un simple arrangement, mais d'une mosaïque de plantes indigènes et de fleurs de luxe, entrelacées pour former le logo discret et stylisé de l'horlogerie Beaumont, mais avec une torsion. La torsion était la substitution subtile des initiales du fondateur par les initiales de sa femme, Élisabeth, une femme que Colette avait toujours minimisée et que mon grand-père admirait profondément pour son rôle dans le début de l'entreprise. Je travaillais jour et nuit. Le secret était ma seule protection. Je devais agir sans que Colette n'ait le moindre soupçon de mon activité, et surtout, je devais rester la petite fleuriste silencieuse aux yeux de tous. Elle ne m'aurait jamais vue venir. Un soir, elle est venue chez moi pour s'assurer que j'avais bien le bon collier pour la soirée. Elle a jeté un regard dédaigneux sur les dessins que j'avais laissés sur la table, des esquisses de motifs floraux. « Vraiment, Élodie ?» a-t-elle dit avec un soupir exaspéré. « Il faudrait t'intéresser à des choses plus sérieuses. Les fleurs, c'est charmant, mais c'est pour les petits loisirs. N'oublie pas que tu représentes les Beaumont. » Son dédain a agi comme le dernier stimulant. Je l'ai regardé droit dans les yeux, un sourire doux sur le visage, et j'ai dit « Ne vous inquiétez pas, Colette. Je sais très bien ce que je représente, et je ne compte pas vous décevoir. » Elle a interprété cela comme de la soumission. Elle ne pouvait pas se tromper davantage. J'ai senti que la tension était sur le point de culminer. C'était le moment de transformer la douleur en un triomphe artistique. Le soir du gala,
L'atmosphère était électrique. La salle de bal était un océan de smoking et de robes de créateurs, scintillant sous les lustres. Mon installation florale était terminée. C'était plus qu'un mur. C'était un écosystème, une cascade de verdure et de couleurs dont émanait un parfum subtil et puissant. Le point focal n'était pas les arrangements de table de Colette, mais mon œuvre qui dominait la scène. Tout le monde en parlait, chuchotant, se demandant qui était l'artiste derrière une telle audace. J'ai vu Colette, parée de ses plus beaux bijoux, le regard dur et interrogateur, se diriger vers l'installation. Elle n'avait pas le choix de l'ignorer, c'était impossible. Je l'ai vue lire l'inscription subtile, les initiales réinventées. Une ride d'incompréhension s'est creusée entre ses sourcils. Mais elle ne pouvait rien dire. En tant que présidente du comité d'organisation, elle ne pouvait pas critiquer l'œuvre d'art qui était en train de recevoir un tel accueil. Elle devait feindre l'admiration. C'était la première victoire, la forcer à valider mon art publiquement, un art qu'elle avait tant méprisé. Le moment fatidique est arrivé. L'animateur a appelé la famille Beaumont sur scène pour la photo officielle. Colette, au centre, rayonnait d'un air de triomphe calme. Elle m'a jeté un regard froid et satisfait, s'assurant que j'étais bien restée en arrière, à la limite de la foule, comme une spectatrice. J'ai souri poliment et je me suis éloignée discrètement de la scène pour me diriger vers un coin sombre de la salle où Marc m'attendait, son appareil photo en bandoulière. La photo de famille officielle a été prise. Colette, Julien, le frère, l'épouse. Le cliché de l'héritage, rigide, parfait et vide d'âme, exactement comme Colette le voulait. Marc a fait son travail. Il a pris le cliché, puis, alors que la famille s'apprêtait à descendre de la scène, il a fait un mouvement inattendu. Il a saisi le micro de l'animateur. Le silence est devenu total. « Mesdames et messieurs, a-t-il dit, sa voix résonnant dans le vaste espace. J'ai eu l'honneur de prendre la photo de l'héritage, mais l'art ne se contente jamais de la tradition. Il y a une autre photo à prendre, celle de l'avenir. Et l'avenir, c'est l'âme créatrice. » Il a fait un geste vers moi, dans l'ombre. « Élodie Beaumont, vous admirez tous cette installation florale, l'œuvre la plus commentée de la soirée. Son titre est « L'héritage fleuri ». Le vrai héritage n'est pas ce que l'on reçoit, mais ce que l'on construit. C'est l'œuvre de Madame Élodie Beaumont qui a su insuffler une nouvelle vie et une nouvelle vision à cette grande maison. Le choc dans la salle était palpable. Le murmure s'est transformé en une clameur d'admiration. Colette, sur scène, était figée. Son visage, d'abord confiant, est passé à une stupeur glacée, puis à une colère bouillonnante. C'était sa soirée, et je venais de la lui voler, non par un scandale, mais par le talent. Mais ce n'était pas la fin de la mise en place de la riposte. Marc a continué, s'adressant à Colette avec un respect ironique. « Madame Colette, vous êtes le pilier. Mais la photo la plus importante, c'est celle qui révèle l'authenticité. Élodie, s'il vous plaît, montez sur scène. Pas comme la femme de l'héritier, mais comme l'artiste qui a sauvé l'esthétique de cette soirée. » Je suis montée sur scène, marchant vers le mur floral, mon cœur battant à la chamade, mais mes pas étaient étonnamment légers. Colette m'a regardée comme si j'étais un serpent. Je me suis tenue devant l'installation, ma main caressant les pétales d'une fleur rare. C'était une image forte, la créatrice face à son œuvre, l'humble fleuriste qui venait de captiver l'assemblée. Marc a levé son appareil, mais cette fois-ci, l'image capturée serait celle de l'artiste célébré, et non de l'épouse mise de côté. C'était une mise à mort publique, mais avec élégance. L'image de moi, Élodie, devant mon œuvre florale, a fait le tour des réseaux sociaux avant même que la soirée ne soit terminée. Le lendemain, la presse spécialisée ne parlait pas de la nouvelle montre, mais de l'héritage fleuri et de l'émergence d'Élodie Beaumont, l'artiste. Colette était furieuse. Le petit déjeuner du dimanche a été une scène d'affrontement silencieux. Elle m'a ignorée, parlant uniquement à Julien, planifiant une riposte médiatique pour recentrer l'attention sur l'entreprise. Julien était mal à l'aise, entre sa mère et moi. Il m'a dit « Tu as humilié maman. C'était excessif. » Je l'ai regardé, la voix calme.
Elle m'a rayé de la photo de ma propre famille, Julien. Tu appelles ça comment ? Il n'a pas répondu. Le choc était trop fort pour lui. Mais je n'avais pas fini. La vengeance de l'artiste ne pouvait pas se limiter à une simple photo. Elle devait s'ancrer dans la réalité économique, le seul domaine que Colette respectait. La photo de famille officielle, celle où j'étais absente, a été envoyée à tous les journaux avec un communiqué de presse aseptisé. Mais Marc, mon complice, a eu une idée de génie. Il a discrètement mis en vente une série limitée d'impressions d'art de ma photo. Élodie devant l'héritage fleuri. Les profits devaient être versés à une fondation pour la préservation des espèces végétales alpines, une cause qui m'était chère. Le succès a été fulgurant. Les clients des Beaumont, collectionneurs et amateurs d'art, ont acheté les tirages. C'était le comble de l'ironie. Le public payait pour avoir l'image de la femme que Colette avait voulu effacer. L'argent, le symbole de la réussite chez les Beaumont, rentrait grâce à moi, la fleuriste. Mais la véritable mise en place de l'apogée est arrivée une semaine plus tard. J'ai reçu un appel de Maître Duchamp, l'avocat personnel de mon beau-père, Harold, le mari de Colette, un homme que l'on voyait rarement et qui avait toujours été en retrait de la gestion de l'entreprise. Il m'a demandé de venir dans son bureau sans en parler à personne, surtout pas à Colette. L'ambiance dans le bureau était tendue. Les documents sur la table étaient impressionnants. Harold est entré, petit, discret, avec un regard d'une infinie tristesse. « Élodie » a-t-il commencé. Sa voix était douce, mais ferme. « Je suis désolée pour ce que ma femme t'a fait. C'est impardonnable. Mais tu as réagi avec une dignité que je ne t'aurais jamais cru capable d'avoir. Et tu as compris quelque chose que nous avions tous oublié. L'héritage n'est pas seulement l'or et le métal. C'est la beauté, l'art, la passion. » Il a désigné un des documents. J'ai fondé la maison Beaumont avec ma femme, mais j'ai toujours été le créateur, pas le gestionnaire. La partie créative, le design de nos montres, a toujours été mon domaine. Colette gère les affaires et le nom de famille. Au fil des ans, elle a éteint toute passion dans cette maison. J'ai décidé de faire une chose que j'aurais dû faire il y a longtemps, mais ton courage m'a inspirée. Il m'a expliqué que depuis plus d'1 an, il travaillait sur une nouvelle division de la maison Beaumont, une ligne de montres conceptuelle, une branche artistique. Il m'a fait la révélation. J'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de la beauté non conventionnelle. Quelqu'un qui a le sens de l'esthétique et de l'histoire, mais qui n'est pas prisonnier du passé. Il a fait glisser un document vers moi. Je te propose de diriger la nouvelle division Art and Design de Beaumont Horlogerie. Tu auras carte blanche pour les concepts. Et pour te donner l'autorité et l'indépendance nécessaires, je te cède 15% de mes parts de la division. Tu seras la directrice et l'actionnaire majoritaire de cette nouvelle entité. C'est l'avenir. J'étais abasourdie. C'était bien plus qu'une simple riposte. C'était l'accès au cœur du pouvoir Beaumont, accordé par le patriarche lui-même. Un acte de rupture avec Colette. Mon humiliation avait ouvert une porte que je n'aurais jamais pu forcer seule. Harold, le silencieux, était en fait le juge le plus attentif. Il a ajouté « Colette est furieuse contre Marc et contre toi. Mais elle ne peut rien contre ça. C'est ma décision. Et crois-moi, Élodie, les 15% de cette nouvelle division vaudront bientôt plus que toute la fortune qu'elle chérit. » Je n'avais pas cherché à détruire Colette, mais à m'affirmer. Le destin, ou plutôt Harold, venait de me donner une place inaliénable, gravée dans le marbre des statuts de l'entreprise. La vengeance s'était transformée en pouvoir. Le silence d'Harold était plus bruyant que toutes les colères de Colette. Elle a découvert la nouvelle par le conseil d'administration. Elle a d'abord cru à une erreur, puis à une trahison de Julien. Quand elle a compris que c'était le fait d'Harold, son mari, sa rage a été glaciale, le genre qui ne crie pas, mais qui empoisonne tout. Elle est venue me voir, pas dans l'agressivité, mais avec un air de dégoût calculé. « Tu as manipulé Harold », a-t-elle accusé, sa voix basse. « Tu as utilisé ton petit talent de fleuriste pour entrer là où tu n'as pas ta place. » Je l'ai écoutée calmement. J'ai gardé mon calme, le même calme qu'elle avait tant méprisé chez moi. « Colette », j'ai répondu, « votre mari a reconnu le talent que vous avez toujours nié.
Vous m'avez exclu de la photo. Mais c'est vous qui m'avez forcé à me faire une place dans l'entreprise. J'ai une nouvelle place, avec un pouvoir que vous ne pouvez pas m'enlever. Mon nouveau rôle dans la division Art and Design a pris son envol. J'ai embauché Marc Dubois pour diriger notre communication visuelle. Notre première collection, inspirée des fleurs alpines et des formes naturelles, a été un succès critique. Elle était révolutionnaire pour Beaumont, bousculant les codes rigides de l'horlogerie de luxe. J'étais en train d'insuffler la vie dans cette vieille maison. Julien, pris entre sa mère et moi, a commencé à changer. Il a vu que je n'étais plus la femme soumise. Il a vu mon pouvoir et, pour la première fois, il a semblé me respecter. Notre relation, qui était devenue une cohabitation silencieuse, a commencé à se dégeler. Il passait des soirées à mon bureau, non pas pour me demander de m'arrêter, mais pour discuter de mes concepts, admiratifs de ma vision. La vraie surprise est arrivée 6 mois plus tard, lors du prochain grand événement de Beaumont. Nous lancions ma collection. Colette était obligée d'être présente. Elle était tendue, mais professionnelle. Lors de la présentation finale, Harold a pris la parole. Il a parlé de son rêve de redéfinir l'art horloger, de son inspiration. Puis, il a fait un geste vers moi. Je n'aurais jamais pu le faire sans Élodie. Elle n'est pas seulement la directrice de l'art et du design, elle est l'âme de cette nouvelle ère. Elle a réintroduit la beauté dans une entreprise qui ne voyait plus que les chiffres. Il a ensuite fait une annonce inattendue. Julien, mon fils, a décidé de ne pas reprendre la gestion de l'entreprise classique. Il a demandé à rejoindre Élodie, à devenir son directeur des opérations de la nouvelle division. Il a vu que l'avenir de la maison est dans la création. Julien m'a souri, un sourire vrai, celui que je n'avais pas vu depuis des années. Il avait fait un choix audacieux. Il avait choisi l'art, la création, et moi, plutôt que l'héritage d'affaires que sa mère avait tracé pour lui. Mais le coup de théâtre final est survenu juste après l'annonce. Colette, au lieu de s'emporter, a fait quelque chose d'absolument imprévisible. Elle s'est levée et s'est dirigée vers moi. J'ai cru qu'elle allait me gifler. Au lieu de cela, elle a attrapé ma main et l'a serrée fermement. « Félicitations, Élodie », a-t-elle dit. Sa voix n'était plus glaciale, mais étrangement fatiguée. « Tu as gagné. Pas par la fortune, ni par le sang, mais par la force de ta volonté. L'année dernière, j'ai cru que j'étais le centre de l'univers Beaumont. J'ai eu tort. L'univers a besoin de changements pour survivre. » Elle a fait une pause. Son regard s'est adouci, ne serait-ce que d'1 millimètre. « J'ai besoin de toi. La marque a besoin de ce que tu apportes. Je dois l'admettre, tu es la meilleure chose qui soit arrivée à Beaumont depuis 50 ans. Mon mari avait raison, mon fils avait raison. » C'était une capitulation totale, un aveu public qui valait tous les milliards. C'était la reconnaissance de la valeur. J'étais là, sur la plus grande scène de Genève, l'artiste, l'actionnaire, la visionnaire et l'épouse respectée. Colette ne me faisait pas un cadeau. Elle reconnaissait une réalité. C'était une acceptation. La plus grande vengeance n'était pas de détruire ma belle-mère, mais de l'obliger à me voir, à m'aimer même à contre-cœur, pour ce que j'étais et ce que j'apportais. J'avais gagné ma place non seulement dans l'entreprise, mais aussi dans le cœur brisé de la famille Beaumont. C'était ma véritable victoire. Je suis restée un moment silencieuse, tenant la main de Colette devant la foule. Ce geste, cette poignée de main, était 1000 fois plus puissant qu'un discours. Il signalait la fin de la guerre et le début d'une nouvelle ère. Notre relation n'est pas devenue une amitié soudaine et chaleureuse. Ce serait un mensonge. Mais c'est devenu un respect mutuel, tendu, mais réel. Elle a continué à diriger l'ancienne division d'horlogerie avec sa précision habituelle, mais elle a appris à ne plus interférer avec la mienne. Elle ne me regardait plus avec dédain, mais avec une sorte de curiosité professionnelle, parfois même une pointe de fierté contenue. Elle avait trouvé son égal. Et même si elle ne l'avouerait jamais à haute voix, elle avait trouvé une alliée puissante. Mon succès avait provoqué un réalignement des forces au sein de la famille. Julien et moi travaillions ensemble. Non pas pour l'héritage de ses parents, mais pour construire le nôtre.
Notre amour, testé par la trahison de sa mère et par sa propre lâcheté initiale, s'était renforcé dans l'épreuve de ma lutte. Il avait vu la femme que j'étais vraiment, et il avait fait le choix courageux de se tenir à mes côtés, de me soutenir au lieu de se cacher derrière sa mère. Ce n'était pas un prince charmant, c'était un homme qui avait appris. Ma vengeance n'a pas été de la détruire, mais de créer une réalité si belle, si réussie, si inéluctable, qu'elle m'a intégrée. J'ai commencé à comprendre Harold, mon beau-père, ce visionnaire silencieux. Il n'avait pas cherché à diviser sa famille, mais à la sauver de l'inertie, de l'élitisme stérile. Il savait que l'avenir de la maison Beaumont dépendait de la passion et de l'art, des choses que seule la petite fleuriste de Vevey pouvait apporter. Mon exclusion de la photo n'était pas un simple affront. C'était la catalyse nécessaire à une révolution. C'était le point de rupture qui m'a forcé à prendre ma place et qui a permis à Harold de faire son grand mouvement. Je n'ai plus jamais eu besoin de demander la permission d'être présente. Lors du prochain événement familial, Colette elle-même a insisté pour que je me tienne à ses côtés. Non pas pour la photo de famille, mais pour la photo officielle du conseil d'administration. Un grand changement de vie s'opérait, pas seulement professionnel, mais aussi personnel. J'avais enfin trouvé la paix, non pas dans le pardon naïf, mais dans le respect gagné de haute lutte. J'avais appris que le plus grand pouvoir est l'indépendance, la capacité de se définir soi-même, et le plus grand héritage est celui que l'on construit avec sa propre sueur et sa propre vision. Je gagnais ma vie en célébrant l'art et la nature, mes deux passions. Mon cœur, qui avait été blessé par l'exclusion, s'était ouvert à une vérité inattendue. Les plus grandes trahisons révèlent souvent les plus grands potentiels. C'est le destin, parfois cruel, qui nous pousse vers notre véritable force. Aujourd'hui, ma division est florissante. Les montres Élodie Beaumont sont les plus recherchées de la maison et j'ai l'honneur et la liberté de travailler avec des artisans du monde entier. La vieille rancœur avec Colette s'est transformée en un duel professionnel piquant, mais respectueux, une saine émulation. Nous ne déjeunons pas ensemble, mais nous sommes les deux personnes les plus puissantes et les plus respectées de la maison Beaumont. C'est la plus belle des victoires. Ma fille, elle, a une mère qui se tient debout, qui n'a pas laissé son humiliation la briser, mais qui s'en est servie pour sculpter sa destinée. Elle grandit avec l'idée que le talent vaut plus que l'argent et que le courage est la plus belle des qualités. La photo de famille d'initiales, celle où j'étais absente, est accrochée dans mon bureau. Je la regarde souvent. Elle me rappelle d'où je viens et à quel point j'ai dû me battre. C'est un trophée de ma résilience. Mais à côté, il y a la photo de moi, devant mon œuvre florale, l'image que Marc a prise, celle qui a tout changé. C'est l'image de ma vraie famille, celle que j'ai bâtie avec mon talent et ma force. Cette image, elle ne parle pas de vengeance, elle parle de triomphe. Elle parle d'un nouveau départ. C'est la plus belle des réussites. Une réussite qui a forcé le respect de ma plus grande adversaire. C'est le pouvoir de la créativité sur la rigidité. C'est le pouvoir de la passion sur le prestige. C'est l'histoire d'une exclusion qui est devenue l'inclusion la plus totale. Je ne me suis pas contentée d'être réintégrée dans le cercle. J'ai redessiné le cercle entier. C'était le secret. Et vous, chers spectateurs, si vous avez regardé toute cette histoire, vous avez compris que le courage peut changer votre vie. Si mon histoire a résonné avec vous, si vous aussi vous avez eu à vous battre pour votre place, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la plus belle des ripostes est de réussir. Et dites-moi, dans les commentaires, quelle aurait été votre vengeance la plus créative si vous aviez été à ma place? N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire de revanche et de triomphe.